Merci à vous. Et comme vous le voyez, la seconde édition du symposium Africa Place Marketing s'annonce donc haute en couleurs et prometteuse, avec notamment des discussions riches en perspectives pour définir des stratégies de marketing territorial adaptées pour des territoires inclusifs, attractifs et surtout accueillants. Il faut savoir que Casablanca, et je pense que M. Jouali l'a dit, est la première ville africaine à se doter d'une démarche d'attractivité, ayant donné par la suite naissance à la marque Oui Casablanca, une stratégie qui est pilotée par Casablanca Events et Animation et qui a choisi de miser sur une marque globale afin de renforcer l'attractivité et l'hospitalité de la ville. Une démarche qui vise ainsi à garder au niveau le territoire, les ressources déjà acquises, mais aussi d'en attirer d'autres et de renforcer son attractivité économique. Donc, quelle est la finalité de cette démarche ? Et qu'est-ce qui définit finalement ce concept de marketing territorial? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec cette première conférence sous le thème, je vais le chercher, la place du marketing territorial dans l'hospitalité et l'attractivité des territoires. Elle sera cette conférence animée par Madame Yasmine Alaoui, professeure-chercheur à l'ENCG de Casablanca, consultante en marketing territorial, mais aussi consultante auprès de Casa Event et Animation sur l'Africa Place Marketing. Madame, Monsieur, merci de bien vouloir accueillir avec moi Madame Yasmine Alaoui. Bonjour Yasmine. Donc, je vous confie la scène, elle est à vous, pour inviter les intervenants. Et n'oubliez pas, vous avez un petit chrono là-bas pour respecter justement le délai et imparti pour cette conférence. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Alors, chers invités, chers élus qui sont là, chers représentants du territoire, chers professionnels et chers experts, chère audience en présentiel et à distance, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent à distance, des experts qui ont répondu présent à notre invitation et qui sont dans d'autres territoires, notamment l'Australie et ailleurs. La vérité, j'aimerais commencer par partager avec vous mon sentiment de bonheur parce que je vois pour la première fois dans un grand événement, cette deuxième édition de l'Africa Place Marketing, réunir autant d'experts et de professionnels autour de la thématique du marketing territorial dans notre pays, en Afrique, au Maroc et à Casablanca. Merci d'être là. Je suis honorée déjà d'animer cette première conférence et de la modérer, cette première conférence qui a pour visée justement de délimiter les soubassements et les aboutissants du marketing territorial. Dans cette première conférence, comme l'a annoncé M. Jouali tout à l'heure, nous allons essayer de répondre à la question du quoi et du pourquoi du marketing territorial pour qu'on puisse tous aujourd'hui essayer de parler, pendant ces 2 jours justement, de parler le même langage et de commencer à développer dès maintenant une réflexivité et de co-construire ensemble, comme l'a dit M. Jouali, une réflexivité, c'est-à-dire une réflexion qui est plutôt orientée à action. On aimerait sortir avec des éléments aujourd'hui pour ce que serait éventuellement une démarche marketing territoriale adaptée à nos territoires africains. Donc, dans cette conférence aussi, nous allons essayer de mettre en exergue la valeur de la démarche marketing territoriale derrière une marque. Toute marque territoriale devrait se baser justement sur une démarche marketing territoriale solide, depuis la détermination du territoire pertinent jusqu'à la mise en place de l'offre territoriale ou de la marque. En fait, pour débattre de cette conférence, on aura l'occasion justement d'avoir 2 visions. Une vision de chercheurs, une autre vision plutôt d'experts terrain. Donc, on a choisi 2 territoires qui constitueraient des cas d'école en la matière. Et on va aussi avoir la vision d'un consultant qui a travaillé sur plus de 40 territoires, des territoires africains et marocains, qui va essayer d'allier et d'osciller les 2. Et donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on accueille notre premier intervenant. Je vais commencer par la fin, ce consultant qui va essayer justement d'insister sur le fait qu'un territoire, que les modèles sont là, que les démarches pourraient justement être transférées à d'autres territoires, que le benchmark est certes très inspirant, mais il faudrait surtout avoir en tête qu'on ne peut pas avoir un modèle à copier-coller. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit Monsieur Marinover, Marc. Alors, vous êtes expert
Vous êtes expert en marketing territorial et place branding. Marc-Marie Nover a accompagné plus de 40 territoires, régions, métropoles, villes moyennes, quartiers en matière d'attractivité économique, touristique, commerciale, résidentielle, universitaire, en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc. Donc Marc-Marie Nover a contribué à la marque Oui Casablanca et on va en parler. Dirigeant fondateur pendant 30 ans de l'agence française leader dans ce domaine, il intervient aujourd'hui en tant qu'expert indépendant auprès des territoires, des grands opérateurs urbains et de plusieurs cabinets de développement économique et touristique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Marc. J'appelle notre partenaire, Monsieur Christophe Allot. La vérité, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Monsieur Allot. C'est grâce à vous que j'ai ce mindset marketing territorial. Vous m'avez, avec Joël Gaillet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, transmis le virus incurable du marketing territorial. Merci d'être là. Alors, Christophe Allot, il est professeur et directeur de l'Institut de management public et gouvernance territoriale d'Aix-en-Provence. Il est aussi directeur de la chaire d'attractivité et nouveau marketing territorial. Alors, bien évidemment, la chaire est fondée et soutenue par 35 territoires français depuis 2013. Cette chaire est unique. Elle organise chaque année le Place Marketing Forum ou le PMF. Ils étaient à leur 8e édition ce septembre. Et elle réunit plus de 300 professionnels en matière territoriale, en matière du marketing territorial, autour de ces pratiques internationaux remarquables. J'appelle notre deuxième chercheur. On est fiers d'avoir un chercheur en marketing territorial qui a déjà édité un livre en marketing territorial, Monsieur Hassan Azouaoui. Merci. Merci d'être là. Monsieur professeur Azouaoui est professeur agrégé d'économie et gestion. Il était chef du département des sciences économiques et vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération. Il est actuellement membre du conseil de la région de Daraa Filel et président de la commission de l'aménagement du territoire. Il est également auteur du livre Marketing et management des territoires, fondements et pratiques. Alors, on va voir, comme je vous ai dit, la version de nos chers chercheurs, mais il faudrait aussi voir comment ça se passe concrètement dans les territoires. C'est pour ça qu'on a choisi d'accueillir 2 territoires. On a Moa Bjørnsen qui nous vient de la Norvège. Merci d'être là avec nous, merci d'avoir fait ce long voyage. Elle est experte en marketing territorial et place branding. Moa est la PDG de Traina 365. Elle est responsable du développement de la municipalité de Traina en Norvège. Elle a travaillé dans le domaine du développement urbain et rural en Suède, au Danemark et en Norvège. Elle est fondatrice de Traina Artists in Residence, présidente du conseil administratif du musée Helgeland et membre du conseil d'administration de la fondation Artica et membre du conseil d'administration du conseil norvégien de la recherche pour l'innovation et la démocratie. Welcome to Morocco, Moa. Et on va accueillir un autre territoire, un territoire qui va nous montrer comment l'hospitalité pourrait justement contribuer à l'attractivité territoriale. Je vous demande d'accueillir aussi, comme il se doit, Paul-Vincent Marchand, qui représente la Manche pour la marque Attitude Manche. Alors, Paul-Vincent Marchand, diplômé d'un master en management des territoires et d'un master en management des sports. Il a travaillé pendant 15 ans dans l'événementiel sportif et il est actuellement en charge de la marque Attitude Manche et à l'agence d'attractivité Attitude Manche. Merci. Je ne sais pas si je peux avoir un micro dans la main. Alors justement, la thématique de cette conférence, c'est la place qu'occuperait le marketing territorial dans la démarche d'attractivité et d'hospitalité des territoires. Je vais commencer, comme je vous ai dit, par la vision d'un chercheur. Et je vais commencer par mon professeur, mon ex-directeur de mémoire et de thèse de doctorat,
Christophe Allot, à vous la parole. Si vous pouvez justement essayer de nous éclairer sur la place qu'occuperait le marketing territorial dans toute démarche d'attractivité et d'hospitalité. Ah ben voilà, j'ai cherché la zapette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Yasmine pour cette présentation. C'est beaucoup d'honneur d'être là et beaucoup de fierté parce qu'on est très content de ce partenariat. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les territoires français. On veille sur les territoires internationaux, mais l'Afrique est le continent de proximité de la France. Et donc on est très content d'être partenaire de cet événement et d'aider les sujets d'attractivité et de marketing territorial sur le continent africain. Donc moi j'ai eu la chance d'être à la première édition en 2018 et donc je suis ravi d'être là pour cette deuxième édition. Donc merci à tous les organisateurs, Yasmine bien entendu, Casa Events, Monsieur Jouari. Merci également à la ville de Casablanca, à la région et à la direction des collectivités territoriales qui permettent que ce bel événement se déroule dans un cadre qui est vraiment magnifique. Alors, pour revenir sur le sujet de l'attractivité, voilà, moi j'ai la chance là, de pouvoir observer sur on va dire le cas de la France, ce qui se fait en matière de marketing territorial. On a 35 territoires de différentes tailles. Ça peut être des villes, ça peut être des métropoles, on a aussi des départements, aussi des régions. Et donc, ça nous permet de voir un petit peu les tendances déjà sur le territoire français. Et aussi, on fait une veille, comme le disait très bien Yasmine, sur les grandes pratiques de marketing territorial dans le monde. Et on observe parfois des phénomènes peut-être un petit peu en avance par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres territoires. Et donc, on essaye d'inspirer justement les territoires français, mais aujourd'hui les territoires africains, par rapport à ces démarches-là. Et à travers cette partie, on va dire, veille sur les pratiques, on va également réaliser des études, de la recherche plus scientifique, notamment une étude image-terre qu'on fait sur l'image des territoires. On travaille aujourd'hui sur la thématique de la e-réputation également, donc la réputation en ligne des territoires. Et pour que le système, on va dire l'écosystème de la chaire soit complet, on développe une offre de formation au niveau master. Donc on a certains élèves ici qui sont devenus maintenant non plus des élèves, mais des maîtres également à leur tour sur ces sujets. Yasmine, Soumia qui est là également, donc on est très fiers de les avoir avec nous. Et cette formation, on l'a même développée autour de l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, on a des étudiants apprentis qui sont dans les structures et qui sont ensuite recrutés et qui travaillent dans ces structures. Et enfin, pour boucler un peu tout ça, on a un événement qui est le Place Marketing Forum. On va faire les 10 ans de la chaire parce que la chaire a commencé dès 2012 un petit peu à prospérer. Et cette année, on fêtera les 10 ans de la chaire sur le Place Marketing Forum qui se déroulera à Grenoble cette année pour la nouvelle édition. Donc je vais arriver un petit peu sur les sujets qui nous animent et proposer quelques définitions de cadrage. Sur la question de l'attractivité, souvent l'attractivité a été définie comme une capacité à rayonner et une capacité à attirer. Et c'est souvent la définition qu'on retrouvait dans la littérature scientifique. Et donc on s'est beaucoup concentré sur comment faire venir à soi différentes ressources, des touristes, des investisseurs, des étudiants, des talents, des habitants, etc. Ce qu'on a vu évoluer, et on l'a fait évoluer dans la définition de l'attractivité, c'est que cette attractivité, elle vise bien entendu à attirer, mais elle vise également à faire rester, à ancrer. On utilise le terme d'ancrage, et donc plutôt que de dire l'attractivité, c'est l'attraction, on dit plutôt aujourd'hui l'attractivité, c'est l'attraction et l'ancrage, la capacité à faire rester sur un territoire. Et donc forcément, on rentre sur des sujets qui ont trait non seulement au développement économique, qui est la vocation de l'attraction, mais également à la qualité de vie, tout ce qui va permettre de faire rester sur un territoire. Donc on a élargi cette définition de l'attractivité et ça fait bien entendu écho à la thématique de l'Africa Place Marketing cette année sur la question de l'hospitalité, qui est en lien avec cette qualité de vie. Et le marketing territorial, c'est une démarche qu'on appréhende en fait comme une réponse. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est une préoccupation politique, territoriale, avec des problématiques qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Certains territoires ont des problématiques très touristiques, parfois même des problématiques de surattractivité.
touristique. Beaucoup de territoires ont aujourd'hui des problématiques d'attractivité résidentielle. Alors parfois, c'est un problème démographique, c'est-à-dire on perd beaucoup d'habitants, on veut en attirer. Parfois, c'est d'autres problématiques. Ça peut être pour faire venir des investisseurs, créer de l'emploi. Mais chaque territoire a finalement une attractivité qui lui est propre. Pour y répondre, on a entrepris des démarches de marketing territorial. Ça remonte, on va dire, au courant des années 80, si on prend le cas de la France. On cite souvent le cas emblématique de la démarche I Love New York, qui remonte aux années 70. On était plus sur des démarches de promotion. Ce qu'a apporté le marketing, c'est une démarche rationnelle, inspirée, bien entendu, du marketing commercial, avec une phase de diagnostic, une phase d'élaboration d'un projet d'attractivité, et ensuite toute une partie stratégique de réflexion marketing avec des concepts issus du marketing. On va parler de segmentation, on va parler de ciblage, on va parler de positionnement. Une mise en œuvre opérationnelle de ces actions avec des concepts aussi inspirés du marketing. Je pense que vous avez tous entendu parler des marques de territoire. Oui, Casablanca en est l'illustration. Moi, j'aime bien parler également de marques d'attractivité pour exprimer le fait que, on peut être une marque territoriale, mais on n'est pas forcément une marque d'attractivité qui a cette vocation-là. Et ensuite, on a développé des réseaux d'ambassadeurs, développé des stratégies de communication sur la mise en œuvre de ces démarches. Tout ça nécessitant également une évaluation avec des indicateurs, des évaluations parfois un peu plus formatives, pas seulement des évaluations quantitatives. Et ça, c'est aussi un chantier qui est ouvert sur les sujets de marketing territorial. Donc moi, j'insiste bien sur le côté marketing qui est une réponse à ces sujets d'attractivité. Moi, je dis souvent de manière un petit peu abrupte parfois, lorsqu'on a un problème d'attractivité, la réponse, ça peut être de ne rien faire. On attend. Et très souvent, d'ailleurs, on remarque que les territoires qui sont plutôt attractifs ont tendance à arriver lentement sur ces sujets, parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problématique du moment. Et donc, le message à faire passer, c'est aussi de dire il faut être capable de se mettre dans ces démarches, même quand tout va bien, quand les indicateurs sont au vert, que tout fonctionne bien. Il faut faire son diagnostic, il faut développer des projets, associer les partenaires. Donc, on a voulu, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan des relations avec les partenaires professionnels, mettre un petit peu sur le papier les grands principes de ces démarches. Il y a un peu plus d'un an, les élections municipales en France ont montré un virage au niveau de différentes grandes métropoles. Je citerai Bordeaux, je citerai Lyon, je citerai Marseille, Strasbourg, avec des virages sur des majorités plutôt vertes, écologistes, et qui ont pris, bien entendu, une direction différente sur les sujets de marketing territorial. Cette tendance, on l'avait déjà observée à l'étranger, notamment sur Amsterdam, et donc on a ressenti le besoin de mettre un peu sur le papier les grands principes qui animaient ces démarches d'attractivité et de marketing territorial, ce qu'était et ce que n'était pas le marketing territorial. Donc on a co-construit un manifeste avec les 35 territoires partenaires de la chaire, donc villes, départements, régions, et on a abouti sur 4 grands principes. Le premier, ce sont des démarches collectives et transversales. Ce n'est pas un seul acteur seul qui met en place ces démarches. Monsieur Djouari mettait en avant le oui de Casablanca, le oui collectif, c'est exactement ça. On est sur cette dimension collective. Ce collectif doit s'incarner dans une gouvernance structurée et une gouvernance politique et managériale, parce que parfois on a tendance un petit peu à trop diviser les rôles en disant il y a d'un côté une gouvernance qui doit être politique et d'un autre côté une gouvernance technicienne. Nous, on insiste sur le « et », c'est-à-dire la capacité à faire travailler ensemble ce qu'on appelle, nous, des couples élus-managers sur ces sujets. C'est des sujets nouveaux, c'est des sujets complexes, et donc c'est des sujets qui demandent à la fois une expertise managériale et une vision politique. Troisième grand principe, c'est la dimension sur mesure. On ne va pas faire la même démarche de marketing territorial à Casablanca qu'on va la faire sur un autre territoire africain, qu'on va la faire en France. Il y a des identités, il y a des particularités culturelles sur les territoires, y compris au niveau des acteurs, qui font qu'on doit faire du sur-mesure à chaque fois. Alors on peut reprendre une démarche et différentes étapes, mais à chaque fois, ça va être du sur-mesure. On n'est pas sur des logiques de toolkit, comme on peut voir parfois sur des démarches qu'on va plaquer un petit peu sur des produits ou sur des services. Enfin, dernière dimension, c'est la dimension équilibrée que j'ai expliquée sur l'attractivité. On va chercher à attirer, mais aussi à ancrer, pour éviter des effets parfois de surattraction. Alors tout le monde n'est pas victime de surattraction, mais
On rappelle, et je pense que les territoires en ont pris conscience, notamment avec les dernières élections municipales, que la finalité de ces démarches, de nos démarches d'attractivité, elle visait à améliorer la qualité de vie de ceux qui vivaient sur le territoire. Dès lors qu'on devient attractif et qu'on nuit à la qualité de vie de ceux qui sont sur le territoire, on sort des objectifs de ces démarches d'attractivité. Donc cette notion d'équilibre, elle est aussi importante. On n'a pas la recette miracle, bien entendu, mais il y a une vraie prise de conscience du fait qu'on doit désormais observer ces sujets sous ces deux angles. Et donc, sur cette approche très transversale que nous, on a observée et donc sur laquelle on partage finalement ce qu'on observe sur les territoires, on voit qu'il y a finalement cette évolution. Alors ce que j'ai mis là sur une nouvelle manière de penser l'attractivité, qui était avant sans doute plutôt exogène, donc plutôt vers l'attraction, un faire venir de l'extérieur, et qui devient de plus en plus endogène, travailler sur les parties prenantes internes, une capacité à faire rester et à réfléchir, à co-construire avec les parties prenantes internes, dont les habitants, bien entendu, les objectifs d'attractivité. Donc, sans vouloir prendre trop de temps sur la partie introductive, on voit par exemple, aujourd'hui, tout est réinterrogé. Alors, dans le contexte de crise sanitaire, il n'y a pas eu un changement à 180 degrés, il y a eu une accélération de certains phénomènes qu'on voyait arriver, on va dire, il y a déjà quelques années. Et par exemple, une des questions, ça va être désormais de dire, voilà, on a des projets d'infrastructure qui sont plutôt positifs pour le territoire, en tout cas ils sont perçus comme tels, mais quel est leur impact écologique et pourquoi le fait-on? En France, tout le monde voulait des lignes à grande vitesse. On a mis Paris à 2 heures de Bordeaux, et tout d'un coup, les Bordelais ont commencé à dire on n'arrive plus à vivre dans notre ville, on est envahi, et on a vu fleurir des stickers un petit peu partout, où très élégamment, en termes d'hospitalité, on disait « Chers Parisiens, rentrez chez vous ». On a fait mieux en termes d'hospitalité, et donc c'est vrai que les infrastructures de ce type-là, il faut désormais les réfléchir différemment. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être à 2 heures de Paris? Est-ce que c'est l'objectif ultime d'une vie que d'avoir ces infrastructures? Donc on réinterroge ces infrastructures, on réinterroge également des projets d'implantation d'entreprises. Le département de la Moselle m'expliquait un projet d'attractivité qui aboutit avec une entreprise qui propose 1500 emplois. On interroge les habitants, les parties prenantes, et les gens disent on ne veut pas de cette activité sur notre territoire. Donc on est prêt à laisser passer et à attendre finalement qu'il y ait un projet d'investissement qui cadre plus avec ce dont a besoin le territoire, les valeurs de ce territoire-là. Et donc ça, on l'a un petit peu sur tous les sujets de l'attractivité. Je le disais sur les projets d'infrastructure, sur la question, bien entendu, des investissements, mais on l'a aussi sur la question du tourisme. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire en termes de tourisme? Est-ce qu'on veut développer un tourisme qui est peut-être un tourisme de plus en plus à destination aussi des habitants, un tourisme de proximité? On a vu qu'il y a eu un accroissement de ce tourisme-là. Est-ce qu'on veut développer un tourisme également qui soit pas seulement quelque chose de tourné vers la cible touristique, mais aussi vers les habitants avec une offre de loisirs qui pourrait être éventuellement aussi développée au sein des organismes en charge des destinations et des offices de tourisme, par exemple? Donc tout ça est réinterrogé, et je terminerai sur la dimension internationale. Pendant très longtemps, on faisait la coopération décentralisée, et donc il y avait des jumelages qui se faisaient entre territoires. Aujourd'hui, on réfléchit à des partenariats internationaux sous l'angle de l'attractivité. Quels sont les territoires avec lesquels il serait intéressant de travailler pour atteindre finalement différents objectifs autour de cette attractivité? Je vous remercie pour votre attention, et je serai ravi de participer à tous les échanges de ces 2 journées. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie Christophe, merci d'avoir planté le décor, expliqué les mots-clés de cette conférence, à savoir l'attractivité et l'hospitalité, mais bien sûr tout en revenant à des exemples réels. J'aimerais revenir sur ces mots, à savoir l'attractivité territoriale comme étant justement cette stratégie exogène. Le territoire cherchait et cherche toujours à attirer sur place les ressources, mais on a choisi de commencer par plutôt l'hospitalité parce que justement il faudrait faire cet ancrage et garder sur place les ressources déjà acquises. Votre intervention me permet aussi de revenir sur la réflexion de Chamard. S'intéresser à l'hospitalité, à l'attractivité sans pour autant prendre en considération l'hospitalité territoriale reviendrait un peu à avoir une baignoire se remplir alors que la bande resterait potentiellement ouverte.
Donc, c'est toujours plus intéressant de garder déjà les ressources qu'on a parce qu'eux-mêmes, ils peuvent nous faire du marketing. Et puis, on reviendra sur la question des habitants qui est très, très importante comme acteur primordial du développement territorial. Merci Christophe pour cette intervention. Je vais me tourner vers Monsieur Azdouaoui pour avoir la vision des chercheurs, deux chercheurs, et puis on va voir le terrain. Si Hassan, si vous pouvez nous présenter un peu la place du marketing territorial justement dans l'attractivité pour le cas du Maroc. Je sais que vous avez fait un état des lieux du Maroc en termes d'attractivité territoriale et quelles sont éventuellement les contraintes à mettre en exergue par rapport à nos territoires africains. À vous la parole, si Azdouaoui. Je suis désolée, je suis la gardienne du temps. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de voir de temps en temps votre chrono. À vous la parole. Merci Yasmine. Je vous remercie de m'avoir associé à cet événement. Merci Casablanca Event et Animation pour cet événement. Yasmine, vous vous rappelez, lorsqu'on s'est croisé à Lyon lors de PMF, on s'est dit que normalement, on pourrait un jour transposer ça au Maroc, en Afrique, et bravo, vous avez pu le faire à travers Casablanca Events and Animation. Alors, vous m'avez demandé aussi de planter un peu le décor. C'est quoi le marketing territorial et son pourquoi? Je peux vous dire tout simplement que c'est une question qui est très complexe et par voie de conséquence, je peux vous rassurer et vous dire que ce qui n'est pas le marketing territorial. Le marketing territorial, ce n'est pas de la communication. Marketing territorial, je dirais, c'est plutôt une manière de penser la politique territoriale. Une manière de penser qui consiste à réfléchir, à décider et agir en fonction des cibles que nous visons. Le marketing territorial, c'est 3 niveaux principaux. Je dirais un marketing territorial stratégique, un marketing territorial sectoriel, et c'est là où on insère le marketing, tout ce qui se fait pour les secteurs d'activité comme le tourisme, et le marketing territorial de projet. Qu'en est-il pour Nord-Ouarzazate et qu'en est-il pour l'aménagement de la vallée de Bourgreg et peut-être aussi pour le port de Tangemed? Pour son pourquoi, je dirais il y a le pourquoi et il y a le pourquoi. Alors, pour le pourquoi, vous le savez très bien, il y a, avec la mondialisation et son corollaire, les technologies d'information et de communication, il y a de plus en plus une perméabilité des frontières. Et par voie de conséquence, on assiste à une intensité de la concurrence, non pas seulement entre les produits, mais il est devenu entre les territoires, entre les villes, afin d'attirer au départ les investissements, les entreprises, mais par la suite, on commence à réfléchir et à penser à de nouvelles formes d'attractivité, comme l'attractivité résidentielle. Et je crois que le ministre de la Santé au Maroc, et même ailleurs, il va nous remercier si on arrive à trouver les déterminants de l'attractivité des médecins vers le monde rural. Alors, pour l'état des lieux au Maroc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois, je vais la décomposer en deux, de point de vue recherche et de point de vue pratique. En fait, enfin, de point de vue recherche, selon mes investigations, je crois que le premier travail de recherche qui a été soutenu, c'était vers 2005-2006, c'est-à-dire que c'est très embryonnaire. Et pour les thèses de doctorat, c'est à partir de 2011, mais moi, vous, ainsi que d'autres collègues qui se sont convertis vers le marketing territorial, il encadre actuellement pas mal de chercheurs, que ce soit en master, que ce soit en doctorat. Moi-même, j'en ai quelque chose comme 20 doctorants qui ne travaillent que sur des problématiques et des questions de recherche qui sont autour du marketing territorial, allant des réseaux d'acteurs comme mécanisme de gouvernance et attractivité des territoires, les déterminants de l'attractivité des compétences, la gestion de la relation avec l'investisseur, le marketing territorial expérientiel, relationnel, et même la digitalisation du marketing territorial. Par contre, de point de vue pratique, je dirais qu'on le faisait sans le savoir. On le faisait sans le savoir dans la mesure où, si je pose la question sur la ville spirituelle au Maroc, il y a quelqu'un qui va me dire sûrement c'est Fès.
Si je parle des roses, il y a quelqu'un qui va me dire Qal'at Mgoura. Si je parle des cerises, il y a sûrement quelqu'un qui va me dire Sfro, et ainsi de suite. C'est pour dire que l'esprit était là, la pratique était là, mais il faisait de manière non réfléchie et non structurée, pour ne pas dire hasardeuse. Et avec la régionalisation avancée, ça a donné un coup de pouce, parce que dans l'élaboration des PDR, des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, les SRAT, on exige dans les CPS l'existence d'un spécialiste en marketing territorial. Et les cabinets ont trouvé des spécialistes un peu partout, parce que lorsqu'on n'a pas de spécialistes, sûrement il y a des gens qui ont du courage pour se convertir et faire dans ce sens. Il y a aussi des formations, il y a une demande très importante. Il y a une demande très importante parce que moi-même, j'ai déjà formé dans les agences de développement, dans les délégués du ministère du Tourisme, les agences urbaines. Donc, on commence à sentir le besoin en termes de marketing territorial. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, on forme des profils et des compétences déjà existantes et on ne pense pas au recrutement des personnes spécialisées en marketing territorial. C'est ce qui nous décourage encore de créer un master spécialisé en marketing et management des territoires. Sinon, il y a des expériences très en vogue, comme celle, je dirais, en termes de marque territoriale. Et là encore, on le dit et on le répète, peut-être en mettant la casquette de chercheur, on dirait que jamais l'outil avant la stratégie. Et le risque, c'est que le marketing territorial soit en vogue, soit une mode, et on s'aventure à lancer des marques avant d'avoir des visions pour le développement du territoire, tout en sachant que la marque, ce n'est qu'un outil qui permet de véhiculer au moins les valeurs du territoire. Et pour les conditions ou les contraintes qui peuvent peser sur la transposition du marketing territorial dans les territoires, que ce soit au Maroc ou en Afrique, je crois qu'il y a deux grandes catégories de contraintes. Il y a des contraintes qui sont liées aux collectivités territoriales et des contraintes qui sont liées à l'état d'esprit marketing. Déjà, en parlant de l'état d'esprit marketing ou l'orientation marketing en tant que telle, on a entendu parler de ça tout à l'heure, à ne pas avoir une vision péjorative de Tsouiq, tout en sachant que Tsouiq, c'est la commercialisation, ce n'est pas du marketing. Lorsqu'on le traduit, généralement, on le traduit comme étant Tsouiq Torabi, alors que ce n'est pas Tsouiq Torabi. Tsouiq Torabi, il y a la commercialisation territoriale. J'en connais pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a le marketing territorial, et donc on peut dire le marketing Torabi, comme ça on garde un petit peu ce... Et la perception du marketing de manière générale et du marketing territorial de manière spécifique, c'est que déjà le marketing de manière générale, on le considère comme étant cherchant à satisfaire les besoins individuels. Et dans le marketing territorial, on est plutôt dans la satisfaction des besoins de la collectivité. C'est un outil, je dirais, à connotation idéologique libérale, mais on peut utiliser un outil qui est à connotation idéologique libérale pour des finalités peut-être collectives, pour ne pas dire socialistes. Un deuxième risque qui est lié à l'orientation marketing, c'est qu'il y a un risque d'adoption enthousiaste de cet état d'esprit marketing, et on chercherait n'importe quelle attractivité et à n'importe quel prix. Non, normalement, un territoire, il devrait avoir une vision de développement et ne devrait attirer que ce qui est convergent avec la vision du développement du territoire. Une anecdote, un responsable m'a demandé une fois de l'assister en termes d'attractivité, d'investisseur, et je lui ai dit « Quel type d'investisseur vous désirez ?» Il m'a dit « Kulchi ». Kulchi, c'est-à-dire
tous les investisseurs. Et j'ai décliné la demande en lui disant que je ne fais pas du marketing de comptoir, je n'en connais pas de toute façon. Deuxième catégorie de contraintes, c'est les résistances qui sont, si vous voulez, liées à la nature de l'activité qui est immatérielle. Malheureusement, tout ce qui est immatériel, on ne lui donne pas encore beaucoup plus de valeur, tout en sachant que l'économie mondiale s'y matérialise et devient de plus en plus servicielle. Troisième contrainte, c'est les ressources humaines. On ne peut pas, dans les collectivités territoriales, l'État actuel aujourd'hui, adopter des démarches marketing si on n'a pas. Je ne dis pas que la collectivité territoriale fait elle-même du marketing territorial, mais au moins il doit se doter de ressources humaines compétentes en la matière afin qu'ils puissent assister les cabinets qui viennent des bureaux d'études qui viennent faire du marketing territorial. Il n'y a pas que des contraintes, il y a quand même on a quand même des perspectives où les conditions, ce que j'ai qualifié de conditions de réussite. La première, j'en ai terminé là, au niveau des contraintes, c'est les ressources humaines. La deuxième, c'est une stratégie de qualité d'aménagement du territoire. Et les régions aujourd'hui, ainsi que les villes, ils sont obligés d'avoir des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Et le schéma régional d'aménagement du territoire, l'objectif principal, c'est de promouvoir et mettre en valeur les ressources du territoire, ainsi que l'atténuation des disparités entre les territoires. Puis, une troisième condition de réussite, à mon avis, c'est que le marketing territorial, il ne doit pas se faire de manière isolée, il doit avoir cet état d'esprit éclaté et travailler avec les autres disciplines, les sociologues. Je vous dirais tout simplement que dernièrement, on a lancé une route dans un territoire et après, la route a été bloquée. Le projet tout entier a été bloqué parce qu'une tribu, et là, peut-être même les anthropologues devraient être dans l'équipe qui devrait réfléchir dans ce sens, ils ont bloqué parce qu'ils considèrent que cette route-là ne va pas dans le sens du développement de leur tribu ou de leur petite compagnie. Je vous remercie. Merci, c'est Hassan. Alors justement, merci de nous avoir parlé du marketing territorial, de l'état des lieux au Maroc. Et on va voir un peu, on va faire le rapprochement avec des territoires africains. On a avec nous Rufisque, la marque South Africa aussi. Merci aussi d'avoir mis en valeur les contraintes de la mise en œuvre du marketing territorial et les obstacles. Je prendrai aussi ma casquette de chercheuse et je parle sous le contrôle de mes professeurs ici présents. En fait, au Maroc, je répète toujours cette phrase parce que je cherche un petit peu à vulgariser la discipline au Maroc depuis à peu près 6 ans ou 7 ans. Et à chaque fois, on se rend compte que le M du marketing est souvent assimilé au M de la manipulation. Et le territoire, ce n'est pas un shampoing. Ce n'est pas non plus un yaourt. Donc déjà, il faudrait savoir que le marketing territorial, c'est une branche à part du marketing. Ça fait partie de non-profit marketing. Et c'est aussi une démarche inversée du marketing. Ce n'est pas un marketing de la demande, mais c'est plutôt un marketing de l'offre. La première étape, c'est justement de valoriser les attraits d'un territoire, de valoriser son identité, et puis par la suite, aller chercher des cibles qui seront en résonance avec cette identité territoriale et avec notre offre territoriale. Pourquoi on dit que c'est un marketing inversé? C'est un marketing de l'offre parce que la majeure partie de l'offre est déjà présente sur le terrain. Donc, on va juste après, par la suite, stimuler la création ou le développement de cette offre territoire pour qu'elle soit plus ad hoc à la demande de notre cible. Après, vous avez aussi signalé la marque territoriale. Là, je vois Lionel en face. Monsieur Flasser, qui a travaillé sur la marque en Lilian, et vous nous aviez dit lors de la formation, il y a quand même plusieurs années, que la marque n'est qu'un prétexte.
Et j'ai adoré cette phrase, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler du marque territorial, je reprends cette phrase et je fais le lien avec ce que vient de dire C.S. Wawi. La marque, justement, ce n'est pas le logo, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est juste un prétexte pour mettre les acteurs, on revient à cette notion des acteurs, autour d'une table pour parler attractivité territoriale. Donc merci pour cette vision de chercheur, merci pour ce point de vue par rapport à la place du marketing territorial dans l'hospitalité et l'attractivité des territoires. Maintenant, on va aller voir comment cela se passe pratiquement sur le terrain. Et on va inviter Madame Johnson, Moa, qui nous vient de la Norvège. Elle est responsable de la marque. Elle était justement derrière la mise en place de la marque Tank Trainer. Merci d'être là et merci de partager avec nous ce que vous faites en termes de votre marque territoriale. À vous la parole. Thank you. Thank you so much. I need to take these off now, I guess. And I really hope that you understand me. Is it like all of you understands English? Can you raise your hand? This is also a check to see if you're still awake. Yeah, perfect. And I guess that the translation system also works. So if you prefer to listen to me in Arabic or in French, you are possible to do that thanks to technology and thanks to very talented translators. So thank you for inviting me, and it has been so nice to come to Casablanca to experience this place attractivity and this place hospitality for the first time. So I will try to give some of my views on people, places, and possibilities, and what you are able to do with place attractivity from what you have. Either you are a small island up in the far north, or you are a big city, metropolitan city as Casablanca. I hope it will be relevant. My background is that I've been working both with urban and rural placemaking or place development in dense cities like not so big as Casablanca, but Malmö, Sweden. Maybe you know about Zlatan Ibrahimovic, the football player. He's from there. I've been working with the areas where he grew up. And also jumping to small places like Träna municipality, which only has like 450 inhabitants. And things in between. Bodø, small area, small city, but the regional capital in the region where I'm staying now. So I will bring some examples from what you can do with placemaking. And first we're going to take a look on a short movie just to see what kind of landscape, where are we in the world when I say that we go far up north, out to the left. Let's see if the sound also works. Thank you. 2 minutes. Malmö och hamnar då i Norges 3:e minsta, så jag tyckte det var ett rätt bra hopp. Det finns en kreativitet här som går att omsätta till handling snabbare än vad det gör i en väldigt stor by. Vi har en festival som är otroligt framgångsrik, som lockar människor under en ganska begränsad tid under sommaren. Men som också sätter en prägel på ön, både inåt sett med liksom en identifikation kring att vi är ett havfolk som är både kreativt och kulturellt präglat. Men att det sätter också en karaktär på oss utåt sett, att många har lust att komma hit för det verkar spännande och det verkar som en kul kombination av det där att vara längst ute i distriktet och samtidigt ha några bykvaliteter eller urbana kvaliteter som det faktiskt finns här. Vi jobbar med att tänka träna och att tänka utveckling och att tänka både kort sikt och kul kreativa projekt som kan få lite boost här och nu, men också att tänka lång sikt. Vi jobbar med havnäring och vad mer vi har för resurser i havet. Tang och tare som har satts på kartet som någonting vi faktiskt har som en enorm resurs i Norge. Vi har varit ett öjsamfund här i faktiskt 9000 år. Nog ska vi klara av att vara ett levande öjsamfund i 9000 år till, eller i alla fall 100 år till. Sen får ju några andra ta över efter oss.
I think it's a question of perspective of time, because when we are, as from my little municipality, saying that we have been living there for 9,000 years, that gives some perspectives. The first settlements in Norway were on those small little islands outside in the archipelago. And you get quite humble when you get the task of developing such a community into the next years. Not, of course, thousands of years, but at least what we can take responsibility of. And I want you all to maybe reflect on how long-term perspective do you have when you're planning or when you're doing your measures. Are you thinking 5 years ahead as a politician? Are you thinking 20 years ahead? Or are you thinking both now, tomorrow, and 1,000 years ahead? It's just a question for you all. And I also think that location is super important. Even if we say, and I heard that I moved to a place very far away. Yeah, that's very far away, but it depends on from where you start to count. It's very far away from Casablanca. And the title of the little guidebook that I got in my hand when I first came to Træna was called A Poor Man's Kenosha Coastal Guide to a Magical World Far Up North, Out to the Left, and How the Helvete, which means how the hell to get there. Sorry for my language. But this book I got in my hand and I was thinking, well, what a cool municipality. It's tiny, but it has humor. So they actually had me, when I came visited there, this was one of the place attractivity which made me move there. And I think we all have those both small and bigger details that can give us understanding of what is really place attractivity. We always in Norway say that the mountains, the fjords, the sea, the landscape is attractive, but yes, it is, of course. But as my neighbor said, they come for the mountains, they stay for the men. I don't know if that works for you, but of course it's the people who makes the place. And another sense of understanding of what place attractivity really is, that is place identity. There is an old expression from Roman calling genius loci, and that means, is translated into the protective spirit of a place. Maybe that's a little bit too religious, but understanding it in a modern context would be like, what is the place really uniqueness? What are those who protect the space today, the place, and make that place specific and make it real? So for us, for our sake, in my little island, I would say that protective spirit, yeah, does it feel like this is a protective spirit when I come there, it's February or it's November and it's storm and you can't even go out because it's dark and heavy? Well, that is also what makes this place unique. And I don't want it to be without that weather, because that is the kind of spirit of the place. And I'm rewarded when it's midnight sun and it's daylight all 24 hours a day. So the place attractivity comes from history, it comes from the identity, but it also comes from creating something new. And this is a picture from 1940s where they were in the cave, one of the very magnificent cathedral landscape art, natural building, so to say. And in some decades after this picture, they created a huge festival here. They had no idea that this would be the one happening that put Træna, the island, on the map. So in Norway, this island is known everywhere, thanks to some crazy people's idea of having a festival in the middle of the sea, far out north, and inviting the world there. So we can do so much that might just seem like a crazy idea today, but can actually set the whole brand or the attractivity or the genius loci, the space identity in the future. So don't copy-paste, cultivate your own place specificity and try to be real. I think another main learning is to collaborate, invite the world and you will get unexpected results. We have been working with inviting the world to our municipality because we are only 450 people, so how will we survive without having new ones?
We created a program where everyone around the world could apply to become an artist in residence, a chef in residence, a business or whatever. And from that, we got an unexpected result that still lasts today. We got new inhabitants, we got new meeting places, new businesses, and new competences that we didn't ask for. Sometimes you don't know what you need, but you get it when you have an open invitation. It's just like welcoming people to a party and then the invitation is spread. We also get new investments from working with open arms and trying to welcome people with different initiatives and ideas. And this is what I'm working on right now, going from having ideas and visions to actually implement them, investing several million of Norwegian crowns to build a hotel, a spa, and an updated development with housing and cultural venues and experience so that you all can come to this island and experience it from a guest perspective. Starting to build is also very important sign to the public and to the rest of the people that you are not only having visions on the paper, you are actually participating and making people involved in those visions and sooner or later building them. I will not have time to go through all my examples, but I would like to say that it's very important to think of some of the target groups that maybe are not included by default. For example, young women in creating activity spaces. I can see that you here in Casablanca have a lot of skating, activities, outdoor. Where are the women inside within those processes? I've been working with that, and I have had a great learning from inviting and involving target groups that are not normally included specifically. So I think to just sum up, the biggest resources when developing place, when having place attractivity, is people who love their place, and no branding budget can ever beat that. Thank you. Merci beaucoup, Moa, et je vous remercie d'avoir justement terminé sur cette note de la place de l'habitant et de la place de la femme. On reviendra sur ça lors du débat, si vous le permettez. Et je donne directement la parole, pour respecter le temps qui nous est imparti, au deuxième territoire. Alors, j'appelle Paul Vincent. Alors, vous avez à vous la parole, Paul Vincent Marchand. Merci beaucoup. Pour la marque Attitude Manche. En fait, ce qui nous a le plus intéressé dans la marque Attitude Manche, c'est qu'ils ont carrément un département réservé à l'hospitalité territoriale. Vous avez plus de 400 entreprises dans ce département, et je vous donne la parole pour nous donner plus de détails par rapport à ça. Merci. Merci. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. C'est beaucoup d'honneur de venir ici présenter la démarche d'hospitalité d'Attitude Manche. Donc Attitude Manche, c'est la marque territoriale du département de la Manche. Alors la Manche, c'est pas simplement la mer qui sépare l'Angleterre et la France, c'est aussi un des plus beaux départements français. C'est une terre assez singulière, façonnée par les éléments, un territoire rural, mais surtout très maritime, avec plus de 350 km de côte. Dans la Manche, mer et terre se mélangent, sont indissociables, et donc c'est un peu logique qu'ils portent le même nom. Et chaque habitant, on vient d'en parler, et ça c'est particulièrement important, est relié en tout cas ici à la mer, à travers les marées, le climat et les richesses qui rythment le quotidien. La Manche, c'est au nord-ouest de la France, de la Normandie. C'est un peu le bout du monde, alors pas autant que Trina, mais c'est aussi quand on y vient, on n'y passe pas. Et c'est un territoire aujourd'hui qui connaît une très grande dynamique en termes d'un point de vue économique et qui aujourd'hui a plus de 500 000 habitants. Une enquête de perception et de notoriété réalisée en 2015 auprès de 10 000 répondants a été le point de départ de la démarche d'attractivité. Les résultats de cette étude ont montré que le territoire et ses richesses n'étaient pas suffisamment connus. Alors certes, la Manche est connue, réputée pour le Mont-Saint-Michel, pour les plages du débarquement, mais la mise en œuvre d'une démarche de marketing territorial s'est imposée pour révéler le territoire tel qu'il est réellement.
dépasser les a priori, renforcer son image et améliorer son attractivité. Et surtout, combler l'écart entre réalité et perception. D'autant que, comme je le disais, la Manche connaît depuis plusieurs années déjà une véritable dynamique économique, avec un des plus bas taux de chômage en France, inférieur à 5,5%. Les besoins en main-d'œuvre et compétences sont toujours plus nombreux et les entreprises ont exprimé la nécessité d'être accompagnées dans leur recrutement de salariés hors du département. Nos publics cibles de l'agence, évidemment, on est historiquement une agence d'attractivité touristique, mais aujourd'hui, on se tourne aussi vers ce qu'on appelle désormais les nouveaux talents, et on en a parlé aussi tout à l'heure, y compris les professionnels de santé. Alors, on est une agence de développement touristique, mais attention, sur le tourisme, on vise un développement équilibré et raisonné. Il est hors de question de mettre à mal ce qui fait la force de notre territoire. Dès le début, l'agence a souhaité mettre en place une gouvernance partagée entre les collectivités publiques et les entreprises privées. C'est une répartition qui pour nous, représente au mieux l'organisation du territoire. Donc on a des élus départementaux, on a des collectivités, des intercommunalités, des socioprofessionnels du tourisme, plus de 200 entreprises maintenant, et puis également un collège d'influenceurs. À date, ce sont désormais plus de 405 structures publiques et privées qui sont adhérentes d'Attitude Manche, des entreprises, des intercommunalités, des centres hospitaliers, les organismes consulaires, les structures associatives à fort rayonnement et des festivals de musique. On a aussi des clubs sportifs professionnels. Ensemble, nous menons des actions d'influence et de promotion nationale dans le nord et l'est de la France, en région parisienne. Nous organisons nos propres job dating où les entreprises et candidats peuvent directement se rencontrer. Par exemple, il y a un peu plus d'un mois, on a organisé un job dating sur Paris qui a mobilisé plus de 30 entreprises de la Manche et accueilli près de 700 candidats à la mobilité. Dans le domaine de la démographie médicale, nous privilégions et multiplions les contacts directs et les temps d'accueil avec les étudiants en médecine pour leur faire découvrir le territoire et accorder de l'importance à la dimension relationnelle et humaine. Dans la compétition entre les territoires, on considère qu'il faut aller plus loin qu'une simple communication et proposer du sur-mesure au niveau de l'accompagnement, être différenciant, accorder là aussi de l'importance à la dimension relationnelle et humaine. C'est pourquoi un département hospitalité a été créé en 2019 avec aujourd'hui 3 chargés de mission mobilisés à l'accompagnement, à l'installation. Le service s'appuie sur des outils dédiés, séjours découverts, kits d'accueil, plateforme de recherche d'emploi spécifique, rendez-vous particuliers. Pour nous, ce département hospitalité joue un rôle majeur, puisqu'il a pour objectif principal de lever les derniers freins à la mobilité et de toujours reconnecter au territoire. La mobilité, elle est anxiogène et les candidats ont toujours besoin d'être rassurés sur leur futur cadre de vie. Les questions posées les plus fréquentes sont des sujets très pragmatiques, aide à l'emploi du conjoint ou de la conjointe, logement, crèche, garderie, collège, lycée, environnement médical. Mais aussi, c'est plutôt nouveau, un intérêt croissant pour la dynamique culturelle, sportive et associative du territoire. Désormais, les candidats à la mobilité ne cherchent pas qu'à faire carrière, ils cherchent à avoir une vie pleine, riche de sens, et ils accordent au lien social un intérêt majeur. La mission hospitalité est aussi là pour montrer aux candidats qu'ils ne vont rien perdre en venant dans la Manche. Ils ne vont pas perdre au niveau vie culturelle, vie sportive. Au contraire, ils vont même y gagner. Et c'est notre rôle de leur montrer la densité du maillage des établissements culturels sur le territoire. Théâtre, cinéma, salle de spectacle, bibliothèque, festival de musique. Actuellement, ce sont 400 candidats qui sont en cours d'accompagnement par le département hospitalité. Alors, le profil type du candidat, ce sont des quarantenaires qui souhaitent quitter les grands pôles urbains. L'agence Attitude Manche continue de cibler plus encore ces candidats en se tournant vers ce qu'on appelle les expatriés manchois. Car les 2/3 d'entre eux déclarent vouloir revenir travailler et vivre dans la Manche.
Donc là, l'enjeu, c'est bien d'activer le sentiment de fierté et d'appartenance qui est très prégnant chez les Manchois. Les jeunes sont aussi désormais ciblés par l'agence. Ils sont souvent les grands oubliés des démarches d'attractivité. On met beaucoup de moyens pour attirer des nouveaux habitants et on va en mettre tout autant pour retenir et faire revenir les jeunes Manchois. L'efficacité du service hospitalité, pour nous, conditionne la réussite de notre démarche de marketing territorial, grâce notamment à cet échange permanent avec les 400 adhérents. L'agence et le service hospitalité, ils servent de lien, de mise en relation constante entre les entreprises du territoire et les candidats à la mobilité. Donc aujourd'hui, pour nous, le service hospitalité apporte une plus-value indéniable et constitue un axe majeur de la démarche d'attractivité territoriale de la Manche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul Vincent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous a le plus intéressé dans le cas d'Attitude Manche, qui représente un cas d'école en la matière d'hospitalité, c'est que vous avez justement ce département hospitalité. Donc, merci pour ce partage. Je passe directement la parole à Marc Marinover. En fait, comme je vous ai expliqué au tout début, pour cette conférence, j'ai insisté sur le fait d'avoir 2 visions de chercheurs. Et on a Christophe qui a un petit peu planté le décor avec un petit zoom avec Sia Zouaoui qui nous a présenté l'état des lieux au Maroc. On a vu 2 territoires, un territoire qui travaille plus sur l'hospitalité, sur l'attractivité territoriale, et un deuxième territoire qui travaille plus sur l'hospitalité. Donc là, j'invite Marc pour faire un petit peu la synthèse et nous dire, de faire un peu le lien entre les deux. Et je sais qu'il va insister justement sur le fait qu'il n'y a pas de modèle à copier-coller. Surtout là, on est en Afrique et ce qu'on aimerait faire, c'est de construire ce modèle africain. Merci beaucoup Marc et à vous la parole. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'être relativement rapide dans la mesure où beaucoup de choses ont été dites ce matin. Je voudrais également laisser place au débat, aux questions avec vous tous. 4 points qui me semblent être des points importants sur ce qui a été dit. Le premier qui a bien été rappelé par M. Jouari sur cette idée que le marketing territorial n'est pas simplement une question d'attractivité, il ne s'agit pas simplement d'attirer des gens sur le territoire, mais d'abord et avant tout d'ancrer ceux qui sont présents, de les accompagner, de les inviter à s'investir personnellement, à investir sur le territoire. Et là, il y a tout un travail. Il y a beaucoup de territoires qui ont des très, très gros enjeux, notamment sur le fait d'arriver à retenir les jeunes sur le territoire. C'est vrai que, classiquement, les jeunes talentueux vont faire des études ailleurs, dans des métropoles, etc. Et les territoires, les villes moyennes ou des territoires ruraux ont une certaine difficulté à faire revenir ces jeunes et à les garder. Donc, cette question de l'attachement, elle est vraiment extrêmement importante. Aujourd'hui, on a un contexte post-Covid, enfin j'espère post-Covid, bientôt post-Covid, qui fait que ça a pas mal redistribué les cartes d'ailleurs en termes d'aspiration précisément de ces jeunes. Et je pense que les territoires peuvent apporter beaucoup de choses. Le deuxième point qui me semble être important et se résume en un mot, c'est celui de la rencontre. Alors, tout à la fois de la rencontre entre un territoire et des gens, donc ça a été dit tout à l'heure, places, people, la rencontre entre ce territoire qui a à offrir certaines choses, certains atouts, mais également certaines potentialités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires, il ne faut pas simplement considérer ce qu'ils ont, mais ce qu'ils permettent de faire. Et l'exemple de la Norvège était extrêmement intéressant en la matière. Donc la rencontre entre ce que peut offrir un territoire et les besoins, les attentes et les aspirations précisément des publics auxquels il s'adresse. Et cette question des aspirations aujourd'hui, encore une fois dans ce contexte, beaucoup de choses sont en train de changer et il faut absolument qu'on s'en empare en matière de réflexion. Cette rencontre, c'est également une rencontre humaine. Quel bonheur d'être ensemble aujourd'hui, de se voir, d'échanger, etc. Et effectivement, le marketing territorial doit avant tout s'attacher à favoriser les rencontres entre les gens.
Donc, alors qu'il s'agisse d'ailleurs dans les process d'élaboration du marketing territorial, toutes les démarches participatives, etc., puis l'animation faite autour des marques, notamment, aide les gens à se rencontrer et à développer des projets ensemble. Des gens de nature différente qui n'ont pas des occasions classiques de se rencontrer vont se rencontrer, et précisément, et vous le savez bien, c'est quand des gens se rencontrent venant d'univers différents que ça amène des opportunités d'innovation, d'entrepreneuriat, etc. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Je vois, par exemple, la démarche Only-Lyon qui permet déjà aux Lyonnais de se retrouver entre eux et d'inventer plein de choses. Donc, ce côté de la rencontre entre les acteurs d'un territoire et les acteurs d'un territoire, c'est-à-dire entre eux-mêmes, mais également entre les acteurs du territoire et les autres qui vont venir sur ce territoire, voire entre les autres et les autres. Vraiment, c'est extrêmement important de réfléchir à cette idée de la rencontre, qui d'ailleurs, par exemple, dans le tourisme, force à réinventer les choses. J'étais hier avec le directeur de l'agence sénégalaise de promotion touristique et on avait ce débat. Il disait, oui, il y a 15-20 ans ou 25 ans, on allait au Sénégal, passer 8 jours, on prenait un avion, on arrivait sur la plage, on voyait personne, on s'en foutait, on bronzait, on reprenait notre avion. Aujourd'hui, le tourisme n'est plus le même. Alors à la fois parce qu'on ne va pas prendre l'avion de la même manière, on raisonne davantage le fait de prendre l'avion. Est-ce que ça vaut le coup de prendre l'avion? Est-ce que je vais sur un plan environnemental me comporter comme quelqu'un de responsable? Et puis la deuxième des choses, c'est qu'on veut rencontrer les gens. Cette rencontre, et donc ils sont en train de retravailler beaucoup sur ce tourisme durable qui fait qu'on ira là-bas, mais on ira un petit peu plus longtemps, on ira un peu plus sur le territoire, à la rencontre des gens, à la rencontre de la culture, etc. Enfin, il y a, je le disais tout à l'heure, en termes d'aspiration de vie, mais également d'aspiration touristique, beaucoup de choses qui changent. Donc le troisième point, donc, c'est celui de se dire qu'on est tous acteurs, ça a été dit tout à l'heure, tous acteurs, ça veut dire que les meilleurs commerciaux, je fais exprès d'employer ce mot, d'un territoire, les meilleurs vendeurs sont au fond les gens qui vivent ce territoire, qui habitent ce territoire, qui ont un lien avec ce territoire, et ce sont eux qui sont le plus à même de convaincre des amis, de leur entourage de venir ou en tourisme ou travailler ou s'investir sur ce territoire. Et par rapport à ça, un point particulier, je reprends encore le cas d'Only-Lyon qui a 25 ou 27 000 ambassadeurs, dont 7 000 à l'étranger. Et Lyon fait à l'étranger des apéros, des fêtes. À Lyon, le gros événement est la Fête de la Lumière, donc, qui chaque année, le 8 décembre, est un gros événement touristique à Lyon. Et aujourd'hui, ils font des Fêtes de la Lumière à New York, à Pékin, etc. Et ils réunissent les Lyonnais et les amis des Lyonnais présents là-bas. Et je crois que c'est extrêmement inspirant. Ça doit être extrêmement inspirant, notamment sur l'animation de la diaspora. Je pense à Casablanca, je pense à Dakar également, où on a des diasporas à l'étranger qui sont au fond peut-être les meilleurs ambassadeurs, mais à condition qu'on arrive à maintenir un lien avec ces Marocains de l'étranger et les rendre pleinement acteurs eux aussi. Il n'y a pas que les habitants. Il y a aussi toute cette diaspora qui est intéressante. Le dernier point que je voulais souligner, c'est cette idée d'un territoire hospitalier. Alors, ça a été extrêmement bien expliqué sur la Manche. Je trouve très, très intéressant le fait qu'il y ait un département hospitalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, au fond, désirable ? Un territoire dans lequel on a envie de rester et vers lequel on a envie d'aller. Alors, je crois qu'il y a un concept qui est intéressant à explorer, c'est celui d'un territoire aimable. Voilà. Tout simplement parce que, je parlais de la rencontre, un territoire aimable, c'est un territoire qui aime les gens. Voilà. Et ce territoire aimable doit être confortable à vivre. La qualité, le cadre de vie, c'est important, doit être sûr. Donc aujourd'hui, alors à la fois sur le plan sécurité, mais sur le plan sécurité sanitaire, sur le plan des offres médicales, on a parlé de déserts médicaux, donc c'est vrai qu'il y a un très très gros enjeu là-dessus. Et un territoire
Donc confortable et abordable dans la mesure où il permet donc à chacun de trouver sa place. Donc un territoire aimable, confortable, abordable. Et ça, c'est vraiment à toutes les échelles de territoire qu'il faut le raisonner. Moi, je travaille aussi bien au niveau de grandes métropoles, de régions, mais que de quartiers, des quartiers en renouvellement urbain dans la banlieue parisienne. À l'échelle du quartier, qu'est-ce qui va faire que ce quartier est aimable et est hospitalier? C'est une question qu'on se pose et on la raisonne vraiment à des échelles très serrées. Alors ça passe par effectivement la capacité à vous loger, la capacité à vous alimenter de manière qualitative, et il y a de gros efforts aujourd'hui qui sont faits sur les circuits courts, etc., donc par les collectivités qui encouragent tout cela. Donc vous logez, trouvez un emploi pour vous, mais également pour votre conjoint. Alors ça, c'est une grosse problématique qu'on a sur des territoires, on va dire, de villes moyennes, où globalement, on a envie d'aller parce qu'on va vivre mieux, on trouve un job, on y va, mais on est encore bloqué par le fait de trouver le job du conjoint, et certains territoires se sont organisés entre employeurs qui ont précisément ce problème de recruter, et qui sont bloqués par cette question de l'emploi du conjoint, et où des chefs d'entreprise se sont mis en réseau en disant « Tiens, mais moi j'ai trouvé un ingénieur que je prendrais bien, mais sa femme qui est comptable, il faut que quelqu'un lui trouve du boulot. Ah ben ça tombe bien, moi je cherche une comptable, etc. » Donc, quelque part, vous voyez, on s'est organisé pour être un territoire accueillant. Et ça, c'est vraiment une dimension importante. Donc, dans les services également, point qui a été souligné tout à l'heure comme l'une des difficultés de Casablanca, la question de la mobilité, qui est un service. Voilà, il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir être soigné, il faut avoir du travail, mais il faut également se déplacer facilement. Juste sur le tourisme, je vais prendre un exemple en travaillant pour Bordeaux. Je me suis aperçu que l'Office de tourisme de Bordeaux, par exemple, 50% des gens qu'il renseignait étaient des Bordelais. Et que finalement, l'Office de tourisme de Bordeaux était une sorte de hub d'information sur tout ce qui se passe sur le territoire, la culture, les loisirs, etc. Vous voyez donc que ces départements hospitalité, certains territoires ont développé même ce qu'on appelle des conciergeries de territoire, permettant à quelqu'un qui vient de l'extérieur de trouver à la fois un logement, de l'emploi, enfin d'être un facilitateur pour faire venir, mais également un facilitateur pour faire que les gens qui sont sur place y restent. Vous voyez, donc ça force à reconsidérer par exemple le rôle d'un office de tourisme, de se dire, au fond, l'office de tourisme, il n'est pas simplement là pour attirer des visiteurs, mais il est également là pour enrichir la vie des citoyens présents. 0, 0, 0, 0. Je vois que mon temps est compté. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Marc d'avoir fait cette analyse, je dirais, holistique, et d'avoir fait le lien entre cette vision de chercheur et ces deux territoires par rapport à l'hospitalité et l'attractivité. La vérité, votre synthèse était tellement, je dirais, pertinente, parce que tout simplement, vous avez du recul pour voir justement cette image globale, puisque vous avez travaillé sur plus de 40 territoires de toute taille et de toute nature. Et là, vous avez souligné les éléments les plus intéressants par rapport à cette thématique. Merci beaucoup, Marc. Moi, j'ai retenu justement trois éléments. L'aspiration des citoyens, et j'ai senti tout à l'heure Christophe qui voulait justement développer ce volet du citoyen. Je vais donner la parole à la salle et puis par la suite je vous poserai quelques questions pour faire le lien. J'ai retenu aussi cette rencontre entre, je dirais, toutes les parties prenantes du territoire et ce territoire aimable, ça m'a beaucoup marqué. L'amabilité territoriale ou la sympathie territoire aussi, aujourd'hui, on le développe dans la recherche. Merci beaucoup pour ces mots-clés. Je voudrais aussi revenir sur le fait que le marketing territorial, on pourrait le pratiquer justement au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau aussi d'un continent peut-être. Tout à fait, les espaces ruraux et j'en passe. On va en voir dans les facteurs clés de succès de réussite du marketing territorial.
Et moi, je reviens toujours à une question pour définir le marketing territorial. Einstein avait dit que si vous n'arrivez pas à expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas. Et moi, j'essaie toujours de formuler cette question pour expliquer le marketing territorial en disant que le marketing territorial, c'est tout simplement le fait de répondre à une question. C'est comment faire de mon territoire une bonne et une belle histoire. Comme le dirait aussi Marine Over, déjà pour ceux qui y vivent, pour les citoyens, et on reviendra sur ça, et puis par la suite pour les cibles que j'aimerais attirer, à savoir les touristes, les investisseurs et les autres cibles, les étudiants et toute autre, je dirais, ressource qui pourrait donner une valeur ajoutée à mon territoire. Donc je pense qu'on va rester sur ça pour respecter le temps qui nous est imparti. On va donner directement la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors en attendant, Christophe, je reviens vers toi. Pour l'impact éventuellement de l'attraction et l'attractivité territoriale sur les habitants du territoire, en attendant les questions de la salle, est-ce que tu pourrais éventuellement nous détailler cet élément? Oui, alors sur la question des habitants, c'est vrai que parfois je pense qu'on avait un peu oublié les habitants dans certaines démarches, hein, c'est-à-dire qu'on était concentré sur les objectifs d'attraction, faire venir des touristes, des investisseurs, etc. Et les habitants ont rappelé un peu, alors je donnais l'exemple des élections municipales en France, ont rappelé aux élus qu'ils étaient présents, qu'ils étaient là et que ce territoire, c'est eux qui vivaient au quotidien et que donc il fallait respecter quelque part ce territoire où ils vivaient. Et donc il y a une nécessité maintenant de faire réfléchir les habitants à ces sujets d'attractivité, ce qui n'est pas facile. On peut le dire. Nous, on a lancé un think tank là, au dernier Place Marketing Forum sur justement la gouvernance et les partenariats sur la thématique de la participation des habitants. Et on avait un peu de son de cloche. C'est-à-dire qu'il y avait Territoire Nancy avec un élu plutôt, on va dire, aficionado de la participation citoyenne qui disait voilà, il faut y aller, il faut le faire, il faut qu'on crée des jurys de citoyens, etc. Et d'autres territoires qui disaient c'est un peu compliqué. C'est-à-dire interroger l'habitant sur qu'est-ce qu'il pense de la stratégie touristique, qu'est-ce qu'il pense de la stratégie d'attraction des investissements. Ça peut être un peu compliqué. Voilà, tout le monde n'est pas expert sur ces sujets. Par contre, ce qu'on retient, c'est qu'on a eu très souvent tendance à associer les habitants, mais c'était dans la phase aval de ces démarches. On crée une démarche avec une marque, etc. Et après, on disait, on crée un réseau d'ambassadeurs qui vient. Et aujourd'hui, ce qui a changé, même si on n'a pas la solution, c'est dire, si on veut vraiment embarquer tout le monde, en faire des ambassadeurs, il faut qu'ils soient associés dès le départ à la démarche. Et donc, dès le départ, il faut qu'on associe les habitants à cette réflexion. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le tourisme de ce territoire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur la partie économique? Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie préoccupation aujourd'hui sur les démarches de participation citoyenne, déjà développées, hein, sur les budgets participatifs, sur les démarches de co-construction, les questions environnementales notamment. Il y a beaucoup de choses qui avaient été lancées sur la participation et qui vont arriver aujourd'hui sur les sujets de marketing territorial. Donc, c'est très nouveau et c'est vrai que c'est une manière différente de penser. On ne peut pas, une fois qu'on a fait la démarche, dire aux gens venez adhérer à la démarche, il faut les associer dès le départ à cette démarche. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le professeur Azouabi a quelque chose à rajouter. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Christophe. Moi, je dirais tout simplement que l'attractivité, l'hospitalité ne sont pas des finalités en tant que telles. Ce ne sont que des variables intermédiaires pour aller vers un développement territorial, durable et intégré. Et pour avoir ce développement durable et intégré, je crois que dans la démarche marketing déjà, lorsqu'on va commencer par l'organisation de la démarche et l'implication et la mobilisation des acteurs, je crois qu'il y a des parties prenantes très importantes, mais même l'habitant, le citoyen, il est important, il est au cœur de la démarche, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un travail il y a déjà une dizaine d'années de ça sur l'apport du marketing territorial à la bonne gouvernance locale. Et la gouvernance, la question fondamentale à laquelle elle cherchait d'apporter des éléments de réponse, était au service de qui œuvre l'entreprise.
Au début, c'était pour les actionnaires, mais aujourd'hui, c'est pour toutes les parties prenantes. Et je crois que la démarche devrait être la même chose au niveau du marketing territorial. Déjà, lors du diagnostic, j'en ai parlé tout à l'heure sur la gestion partagée, lors du diagnostic, si vous ne consultez pas les citoyens, ce n'est qu'à travers le tissu associatif, ça ne serait pas évident de réussir la démarche. Parce que tout ce que vous allez faire par la suite, le citoyen risque de le rejeter. De l'autre côté, peut-être il y a des démarches très créatives à ce niveau-là. Dans la création de la marque, il y a des fois où on peut faire appel à la collectivité. On peut aller jusqu'à la création de la marque, logo, signe et tout ce que vous voulez. Après, on peut faire appel à travers les réseaux sociaux à la collectivité pour choisir un logo. Et à ce moment-là, c'est des techniques à travers lesquelles on peut impliquer tout le monde dans cette démarche-là. Sinon, et l'a bien dit déjà il y a quelques siècles de ça, tout ce que vous faites avec nous, c'est pour nous, et tout ce que vous faites sans nous, c'est contre nous. Et j'ai donné tout à l'heure un exemple. Dans les territoires, il y a des fois, lorsque vous faites semblant d'imposer des choses, il y a des fois des révoltes de la population et ils risquent de bloquer tout le territoire. Et j'en connais puisque je viens de Dratafilet, parce que le premier mandat, c'était un blocage pendant 3 ans. Il n'y avait pas de développement du tout. Et donc, moi, je dirais, tout ce qui se fait, c'est pour le développement. Et les questions d'attractivité, ils devraient être orientés en fonction de la vision que nous avons du territoire. Voilà. Sur cette même ligne d'idées, tout à l'heure, Moa voulait justement parler de la place de la femme dans l'attractivité territoriale. Moa, I would like to know, what have you learned from involving women in the territory marketing process? Now I didn't get that question in English, so... What have you learned from involving women in territory marketing process or your attractiveness process? Yeah, I think it's very important to state that when we are trying to include everyone, some are actually excluded. Because when we are trying to hit them all, there are several persons, groups that are not involved in this all. So trying to involve more and trying to involve better, I would say, is the main goal. And then you can identify the target groups or those specific groups that are maybe not involved or feel involved in this general all or everyone. So for example, in my case, in Malmö, Sweden, where we involved young women in making a space, that was because it was so much focus on the young boys. Those boys who had criminality background or those boys who were interested in sports and trying to solve a problem while inviting them. The solution to the problem was just focusing on other groups as well. So I think the definition of involving everyone has to be narrowed down and worked to. And it might be young women in one case, it might be elderly in another case, disabled, or it could be some different groups in your cases. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Moa. Je ne sais pas si on a des questions dans la salle. Donc, on a une, deux, trois questions. Donc, on prendra rapidement les 3 questions et puis je vous donnerai la parole pour la synthèse. Hello, my name is Esma, and I'm a student at the National Business School of Administration. And my question is the following to Ms. Moa. We just spoke about the importance of including these marginalized groups in the process of marketing. And my question would be, what are some findings that absolutely blew your mind when it came to these target groups? What projects did these women came in with online? I mean, they came and they brought to the table that you would have personally never thought of. And a second question would follow, and that would be, I guess that you already had the time to go around Casablanca since you noticed that we have a lot of skating parks. And the question would be,
what space would you design for Moroccan women, since you already noticed that there aren't many for them? Thank you. Thank you for the question. In our case, I can only talk from our case because I think it's individual from wherever you are. In our case, it was outlined that there would be an activity space for the area, and then the planners had an activity space in mind, and that would be the skate and multi-arena football sports combined, not a huge one, but a little one. And those are the examples because those are those places that you see all over already in the city and under other cities. They are kind of copy-paste, and it would work there as well. It would probably work, but saying that, okay, have we seen this before? Yes. Does these target groups, the young skaters, boys mostly, does those people already have places to meet and hang out? Yes. Who are not hanging out in the urban area where we were? Yeah, it was the girls. So then we went to them and asked, what do you want in your urban area in order to hang out? Because the main goal was, of course, to be more equal and that everyone had access to the urban area. So when we asked them, and we didn't ask the boys, we got other questions, other answers. And what the young female said was, we want places for everyone. So we want activities for us as girls, which should be more dancing, music, training outside, but not so focused on ball sports. But then we also want boys, because we want to hang out with the boys. So it's good if they have something that they can do while we are there. So it was a very interesting process because it ended up without this focus on sport, but focus on music and dance. And of course, since there was a lot of female there, also the boys came. And it became a more safe space and so on. I wouldn't say that you should copy that solution, but we actually copied the model of working together with young females in different areas in order to involve a little bit more target groups. Thank you, Moa. On va prendre deux autres questions, si vous voulez. Le monsieur, c'est bon? Well, hello everyone. Good morning to you all. I want to start by saying that it is a huge privilege to be amongst you all today. And I am really glad for the opportunity that all the partners gave us today. And I want to thank especially Ms. Yasmina Alaoui for the opportunity that she gave us as students. So I'm Estia Bessim, a fourth-year student at the National School of Business and Administration with ESMA. And my question or my introduction, it's for Mrs. Moa too. I really want to start by thanking you first for the presentation that you gave. It was so rich with information, and I really appreciated all the examples that you gave with the illustrations and everything. And my question is you already mentioned that you found a lot of challenges when you wanted to attract more people to the island. And I just want to know, aside from the climatic challenges that you faced, did you find any difficulties in attracting and especially keeping these talents that you said, knowing that they come from different backgrounds and that they have they already attached to their hometown? That's it, and thank you. Thank you. On va prendre deux autres questions et puis je vous redonne la parole, s'il vous plaît. Un micro, s'il vous plaît. Non. Je donne le mien. Vous demandez la parole. Bonjour. Moi, je voudrais tout d'abord me féliciter quand même de la qualité des présentations et surtout celles qui prennent en compte vraiment la dimension territoriale, c'est-à-dire, disons, le souci des populations concernées. Parce qu'on sait qu'aucun projet, même le mieux fondé, ne peut réussir si ce projet-là ne prend pas véritablement en compte vraiment la dimension vitale véritablement de la communauté. Et c'est pourquoi vraiment je me félicite de ces interventions
et qui intègre des préoccupations, disons, vraiment multiples. Les préoccupations des populations, mais également les préoccupations des exécutifs locaux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que pousser beaucoup plus loin donc la démarche territoriale contribue pour l'essentiel également à aller dans le sens du développement, donc du bien-être des collectivités territoriales, et surtout dans des collectivités véritablement qui fonctionnent donc, dans des pays vraiment à revenus faibles ou à revenus intermédiaires, pour ne pas dire dans des espaces véritablement déjà dans lesquels se posent véritablement un certain nombre de problématiques extrêmement importantes, comme l'éducation, la santé, mais également le développement économique, l'installation d'infrastructures. Tout cela peut, si on y prend garde, aller dans le sens véritablement d'une modification donc, de la vie quotidienne des gens. C'est pourquoi vraiment je salue ces interventions, surtout que celles qui font le link entre véritablement démarche de marketing territorial et prise en compte véritablement des réalités locales. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a une autre question? Je pense qu'on a une dernière question à prendre avant justement d'enchaîner avec la deuxième conférence. Bonjour, merci. Je représente l'association marocaine des présidents des préfectures de province. Nous vous remercions pour cette invitation. Évidemment, nous venons de territoire, nous travaillons sur le territoire. L'outil de marketing, c'est un outil qui était toujours présent dans notre occupation de ce domaine, afin de valoriser notre territoire. Je vous remercie pour les présentations qu'on a eu la chance de les accueillir et qui sont participés à définir et à enrichir notre lexique concernant cet outil aussi de développement et des termes à part un territoire attractif, un territoire hospitalier, un territoire aimable, accueillant. Ce sont des terminologies très, très, très importantes. Il reste comment rendre cet outil participant à la partie stratégie, parce qu'au départ, vous avez expliqué, d'abord, il faut une gouvernance, une stratégie. Et sur cette stratégie de gestion territoriale, on peut communiquer ou bien animer une promotion territoriale par ces outils de communication. Alors, comment faire à l'avance dans les schémas de développement institués par les régions ou bien les plans d'action des communes ou les PDP des préfectures, avant comment ces stratégies on peut aider à mieux concevoir un programme de développement, afin que la partie communication et partie marketing soit adaptée à la partie programme territorial. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous invite, pour tous ceux qui ont toujours des questions, à poser vos questions, s'il vous plaît, sur la plateforme africaplacemarketing.com. Et tous nos intervenants, ceux qui viennent d'intervenir et les autres qui vont intervenir dans d'autres conférences, peuvent vous répondre directement. Et bien sûr, on reste ensemble. On va avoir une pause café après le déjeuner. Ça nous ferait plaisir de répondre à toutes vos questions. Maintenant, je vais vous donner, s'il vous plaît, 30 secondes pour respecter le temps qui nous est imparti. Le Mehdi me fait signe d'arrêter. Alors, en 30 minutes, Moa... 30 secondes. 30 secondes, pardon. En 30 secondes, Moa, si tu peux répondre rapidement à la question de l'implication de la femme. Et puis, par la suite, si d'autres intervenants peuvent prendre la parole pour clôturer. Voilà. Yeah, thank you. The short answer on that question that I got with the hinderings, how to get people to stay, is that to attract people. It's easy. I mean, everyone wants to explore new things, but what's the reason to come? What's the reason to stay? So then is where the real work begins. And I would say, shortly,
investment in time and relations. It's not a quick fix. You need to invest not only money, but you should need to invest time and relations. Thank you. I don't know if that was an answer to all the other questions, but thanks a lot. Merci. Le mot de la fin, Christophe ou Marc? Le mot de la fin pour répondre peut-être aux questions qui ont été posées, là, les deux dernières. Il y a le projet de territoire et après il y a des stratégies d'attractivité, ce qu'expliquait mon collègue. Et donc c'est vrai que sur ces projets de territoire, comment on va intégrer les habitants selon les échelons? Parce que autant à l'échelle d'un quartier, d'un petit territoire, c'est vrai que l'involvement est peut-être plus simple dans la proximité, mais lorsqu'on est à l'échelle d'une métropole, d'une grande ville, voire d'une région, comment on fait pour intégrer les personnes là-dessus? Moi, j'ai l'exemple de Sydney, plutôt une grande ville, qui ont lancé Vision 2050. Ils ont lancé une démarche sur le concept, c'est pas tant d'impliquer, c'est de dire on est à votre écoute. Et donc le programme s'appelle Ce qu'on a entendu. Et ils ont enquêté plus de 5000 habitants dans les écoles maternelles, primaires, maternelles, c'est-à-dire ils sont allés carrément voir les tout jeunes, etc., en leur demandant comment ils voyaient Sydney en 2050. Et donc en faisant ce travail-là, moi ce que j'en retiens, mais ça reprend un petit peu ce que disait moi, notamment avec les personnes sexe féminin, c'est que finalement, il faut aller chercher les individus. On ne peut plus se contenter de dire on met une plateforme où on organise une réunion, on attend que des gens viennent, il faut aller les chercher. Et aller les chercher dans les écoles, aller les chercher dans la rue, leur demander leur avis, intégrer les questions d'attractivité sur les projets de territoire. Qu'est-ce que vous pensez du tourisme? Qu'est-ce que vous pensez des entreprises, etc. Et toute cette capacité d'écoute, après, vous allez l'utiliser pour faire le projet de territoire et ensuite pour décliner la stratégie d'attractivité. Mais je pense que ça peut se faire à des échelles plus élevées que des échelles de proximité également de cette manière-là. Merci beaucoup, Christophe. Je te redonne tout de suite la parole. Vous allez recevoir la réponse aux autres questions du comment, les facteurs clés de succès et quel marketing territorial à inventer pour l'Afrique dans la suite du programme que va vous annoncer Mehdi. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. Merci. Merci à vous tous pour la pertinence de votre intervention, votre passion. Merci de rester avec nous, monsieur, pour une photo de famille, pour marquer justement cette première conférence. Si vous le permettez, mettez-vous debout pour la photo.